Alors, j'ai choisi donc cette image parce que c'est une image que j'ai été prendre avec Seka, qui est un ami à moi photographe, pour mon dernier album qui s'appelle Un autre monde. Et en fait, dans cet album, j'avais déjà commencé à l'écrire depuis bien avant la crise sanitaire et le Covid et tout ça. Mais ça fait des années et des années, et puis déjà avec le soulèvement syrien, on sait qu'on est dans un monde qui doit cesser et on doit imaginer un autre monde. Et donc c'était un peu dans cet esprit-là que j'ai commencé à écrire cette musique. On est allé tellement loin dans le matérialisme, on est allé tellement loin dans le fait de plus croire à rien du tout, qu'on a l'impression qu'on est surpuissant. Et en fait, la nature, elle est beaucoup plus puissante que nous. Et donc, j'avais envie de montrer ça et de montrer le contraste entre le monde dont je rêve et cette espèce d'ère industrielle de consommation, le capitalisme, enfin voilà. Cette raffinerie de pétrole, elle symbolise tout ça, quoi. Le capitalisme et le libéralisme et la toute-puissance supposée de l'homme par rapport à la nature, et voilà. Alors je suis venue avec ça. Donc ça, c'est des fleurs immortelles que j'ai ramassées dans le village de mon père, d'où je suis originaire en Syrie, qui s'appelle Kafrembel. En fait, quand elles sont dans la terre, elles sont déjà comme ça. C'est-à-dire, elles sont pas vertes. C'est pas des fleurs séchées. C'est des fleurs immortelles. Elles naissent comme ça, elles grandissent comme ça, elles vivent comme ça. Et du coup, on peut les conserver très longtemps. Et en fait, c'est des fleurs que j'avais trouvées à côté d'une vieille église romaine en ruine à côté de Kafrembel. Elles poussaient entre les rochers. Et je les ai ramassées, je devais avoir l'âge de 11 ans ou 12 ans. Et je les ai gardées depuis. Enfin, moi, j'ai très peu vécu en Syrie, en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est précieux pour moi, en fait, ce petit bout de terre, ce petit bout de nature. Dans n'importe quelle société, c'est dur de trouver sa place. Moi, quand j'ai été vivre en Égypte, c'était vachement dur parce que j'avais pas les codes, en fait. J'avais pas les codes, je savais pas comment les gens pensaient que quelqu'un doit être. Voilà. Ici, en France, j'ai les codes, puisque j'ai grandi ici, mais ça n'empêche que la place, elle est quand même dure. Dure à prendre sur plusieurs plans. Elle est dure à prendre sur le plan professionnel parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas tant de travail que ça. Et que donc, du coup, il y a beaucoup de compétition. Il y a plein de gens qui sont justement vachement en difficulté pour trouver du travail ou pour trouver un cadre dans lequel ils pourraient s'épanouir professionnellement. Et je dirais la deuxième place qui est vraiment pas évidente à trouver, c'est la place symbolique. Et là, c'est plus en tant que fille d'immigrés que je parle. Donc effectivement, oui, moi je suis pas née en Syrie, je suis née en France, donc j'ai jamais eu le sentiment, voilà, d'être exilée ou d'avoir été arrachée à mon pays. En revanche, j'ai jamais eu l'impression
que ma place était acquise en France. Parce que ce qui est vachement difficile en France, c'est qu'on a une vision de l'identité qui est exclusive. C'est-à-dire soit t'es uniquement français, soit t'es pas complètement français. Voilà. Et en fait, ça, c'est la grosse difficulté, je pense, et c'est la grosse erreur de vision qu'on a en France de cette identité nationale, hein, et qui a mené justement à ce qu'on fasse disparaître quasiment complètement les langues régionales, les cultures régionales. Il y a très très peu de gens qui parlent breton, très peu de gens qui parlent alsacien, très peu de gens qui parlent basque, très peu de gens qui parlent occitan. Enfin voilà, il y a des gens qui essayent de faire vivre ces cultures, mais majoritairement, c'est quand même des cultures qui ont été anéanties par cette notion d'une identité nationale exclusive. Voilà. Et ça, c'est vachement dur de trouver sa place symboliquement dans un pays qui considère que parce que tu n'es pas uniquement français, tu ne l'es pas complètement. Alors que je peux être complètement française et complètement autre chose aussi. Et ça, c'est vachement dur, et je pense que ça, c'est la plus grande difficulté, c'est le plus gros défi, en fait, à la fois pour les gens qui s'installent, ou qui vivent ici et qui sont des enfants de ce pays, mais d'ailleurs aussi. Et c'est, à mon avis, aussi le gros défi de la société française, qui serait vraiment temps de relever en tant que société, de remettre en question, de déconstruire cette vision de l'identité aussi, qui est exclusive et excluante aussi. Et hélas, on n'est pas bien parti. On n'est pas vraiment parti. Donc, je pense il faut être conscient de tout ça. Et essayer, en ayant conscience de ça, non pas de trouver sa place, mais de créer sa place. Non pas d'attendre qu'on nous fasse de la place, mais de prendre sa place, parce que tous les êtres humains sont légitimes sur cette terre. Oui, alors en fait, c'est vrai que moi, en tant que fille d'immigrés en France, je me suis pas sentie syrienne. Je me suis sentie arabe, je me suis sentie algérienne, je me suis sentie sénégalaise, je me suis sentie tunisienne, marocaine, malienne, mais pas syrienne, parce que en fait, les communautés auxquelles j'ai été assimilée, c'était les communautés d'immigration historique qu'il y a en France, et que j'étais pas du tout en lien avec la communauté syrienne. Et en fait, c'est quand la révolution a commencé en Syrie que là, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était magnifique dans ce peuple, et que j'avais envie de participer et de faire partie de ce peuple aussi, à ma façon. Et du coup, je me suis assez engagée quand même ici en France pour la révolution syrienne et pour la réalisation, pour l'accomplissement et l'aboutissement des aspirations du peuple syrien. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir syrienne, en fait. Et c'est aussi parce que je me suis engagée dans cette expression de ma solidarité que j'ai rencontré plein de Syriens, et que j'ai été à ce moment-là mise en relation avec la communauté syrienne, que j'ai découvert les Syriens en France et à Paris en particulier. Et ça, c'était vachement beau de ressentir ça. Et dans ma musique et dans ma production artistique, dans mon expression personnelle, en fait, j'essaye toujours d'être au plus proche de ce que je ressens, d'exprimer des choses de ce que je ressens dans ma vie. Et évidemment, le monde dans lequel je vis a un impact direct sur ce que j'ai à dire et sur ce que j'exprime. Donc ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, j'utilise en fait différents vocabulaires. Donc évidemment qu'il y a le vocabulaire de la musique arabe, parce que j'ai étudié en Syrie et au Caire, et que j'ai passé énormément de temps à écouter de la musique arabe du coup, et à me familiariser avec ce vocabulaire-là, avec cette culture, avec ces échelles de son, avec ces modes. Il y a aussi évidemment toute ma culture classique occidentale, puisque j'ai étudié la musique au conservatoire pendant des années. Il y a aussi évidemment toute l'influence de la musique afro-américaine, dans laquelle j'ai baigné aussi depuis que je suis petite, parce que j'ai grandi ici et que j'écoutais de la funk, j'écoutais du hip-hop, j'écoutais du jazz depuis très très longtemps. Et il y a aussi l'influence des musiques mandingues, notamment, d'Afrique de l'Ouest en tout cas,
Et je m'inspire aussi beaucoup de la musique hindoustanie, même si j'ai jamais été en Inde. Mais c'est une musique qui m'habite aussi parce qu'elle a des liens très forts avec la musique arabe. Et notamment dans sa dimension spirituelle, dans son rapport au silence. En général, ceux qui essayent d'analyser ce que je fais, ils vont considérer que c'est du jazz oriental. Voilà, parce que il y a une batterie, une contrebasse, une guitare, un sax, une flûte, voilà, donc c'est des instruments, ou un piano, une contrebasse, voilà, donc c'est des instruments jazz. Et il y a de l'improvisation dans ma musique, donc forcément s'il y a de l'improvisation, c'est du jazz. Alors qu'en fait, l'improvisation, il y en a dans les alapes, dans la musique hindoustanie, il y en a dans toutes les musiques traditionnelles du monde, il y a de l'improvisation. En arabe, ça s'appelle tarsim. En musique hindoustanie, ça s'appelle alap. En fait, il y a plein d'improvisations. Donc ici, on a une vision, voilà, s'il y a de l'improvisation, c'est du jazz. Ce qui est pas vrai du tout. Et oriental, parce que voilà, je suis arabe, donc forcément, je fais de la musique orientale. Voilà. Et en fait, moi, je trouve ça vachement réducteur. Je trouve ça vachement réducteur. Et peut-être que si j'étais blanche, les gens verraient plus les différentes inspirations de ma musique que le fait que je sois arabe. Du coup, pour eux, forcément, non, en fait, c'est un mélange entre l'Orient et l'Occident. Alors ça, j'arrête pas d'entendre ça, l'Orient et l'Occident, comme s'il n'y avait pas juste à traverser un pont en Turquie pour passer d'Orient en Occident, quoi. Enfin, c'est ridicule, quoi. La grosse difficulté quand t'es une femme, c'est que, c'est encore une question de légitimité, c'est que t'es jamais légitime. Voilà. Donc en fait, il y a des études qui montrent que quand t'es une femme, il y a plus de femmes que d'hommes, il y a plus de filles que de garçons dans les conservatoires. Il y a plus de filles que de garçons qui sortent du conservatoire avec des diplômes. Et en revanche, dans la musique, il y a à peu près 4 fois moins de filles que de garçons dans le milieu professionnel. Donc en fait, il y a des études qui prouvent que c'est vachement plus dur pour nous, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il faut se battre. Ensuite, parce qu'on n'est pas légitime, parce qu'on ne nous considère pas. Je donnerai l'exemple, par exemple, d'orchestres aux États-Unis qui avaient pris la décision que les entretiens d'embauche pour les orchestres allaient se faire derrière des paravents. Donc on ne voyait pas ni la couleur du candidat, ni son genre. Et du jour où ils ont commencé à faire passer les entretiens d'embauche derrière des paravents, alors qu'ils décriaient, voilà, ils disaient mais non, on n'est pas raciste, on n'est pas misogyne, machin, du jour où ils ont fait passer les entretiens derrière des paravents, le nombre de femmes embauchées dans les orchestres a doublé. Voilà. Donc en fait, il y a un truc, cette espèce d'imaginaire patriarcal, même quand on n'en est pas conscient, il est là, il existe. Voilà. Donc je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui met des bâtons dans les roues aux femmes et qui est un vrai frein et une vraie barrière pour qu'elles accèdent au métier qu'elles souhaitent faire. Il y a aussi l'idée que, une femme, elle a besoin peut-être ça c'est des choses personnelles, mais qui sont aussi liées à la société, mais que les femmes, elles vont avoir peut-être plus peur de prendre des risques dans leur vie que des hommes. Et c'est vrai que quand tu fais le pari de devenir musicien, vu la compétition qu'il y a dans le milieu, vu comment les places sont chères, et que tu sais que tu peux rester... Moi, par exemple, j'ai mis 13 ans à faire de la musique avant de devenir intermittente du spectacle. 13 années où j'étais au RSA, 13 années où j'étais payée en bière dans des bars pourris où j'allais jouer, où les mecs me disaient « je te file 2 bières, la 3e tu la payes ». Des bars où en fait on était payé au chapeau et où les patrons de bar voulaient prendre une com sur le chapeau. Enfin, tu vois, c'est vraiment un milieu super dur, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des femmes aussi qui, peut-être par manque de confiance, parce que aussi la société a fait moins confiance aux femmes, elle leur donne moins confiance en elles qu'aux hommes, pour plein de raisons qui abandonnent aussi. Donc, en fait, les raisons, elles sont complexes. Et moi, le jour où j'ai gagné les victoires du jazz, il y a quand même des gens qui m'ont dit que je les avais gagnées parce que j'étais une femme. Alors que c'est 10 fois plus dur pour une femme de les gagner que pour un homme. Mais même quand tu arrives à ça, on continue à te renvoyer ta féminité comme un prétexte pour dire voilà, en fait, tu as gagné les victoires parce que tu es une femme. Comme si, en fait, la qualité de mon travail ne suffisait pas. Parce que quand tu es une femme, tu n'es jamais vraiment légitime. Donc en fait, quand tu réussis pas
c'est parce que t'es mauvaise. Mais quand tu réussis, c'est parce que t'es une femme. Tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment super violent. Alors, femme plus fille d'immigrés, alors là, c'est super combo. Voilà, c'est vraiment... c'est le top, quoi. Que tu sens que les gens te respectent pas parce que t'es pas légitime, parce que t'es une femme, parce que t'es jeune, parce que t'es une arabe, parce que plein de choses, parce que t'as grandi en banlieue, parce que tu portes des baskets. Donc c'est vachement dur, en fait. On y arrive, mais c'est vachement dur. Mais il faut pas lâcher. Ouais, il faut pas lâcher.